On s'intéresse dans cette vidéo à un exercice donné à Minpon en 2018, donc qui concerne la série de fonctions, la somme des -1 puissance n sur n plus x. Euh, dans une première question, on nous demande tout ce qui est l'ensemble de définitions, la continuité, la dérivabilité. Puis après, on établira un lien entre f de x et f de x plus 1. Donc ce lien-là sera très important parce qu'il nous permettra de nous décaler de 1 à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, quand on va chercher un équivalent de f en 0, en utilisant la relation qu'on aura prouvée entre f de x et f de x plus 1, ben la situation quand x tend vers 0 va nous ramener à la situation ici quand x, quand x plus 1 va tendre vers 1. Et l'intérêt étant que ce x plus 1 sera bien dans l'intervalle de continuité de ma fonction. Ensuite, on vous demandera de montrer que f est décroissante, puis donner un équivalent de f en plus infini. Encore une fois, on pourra utiliser cette relation-là avec la décroissance pour obtenir un encadrement de f de x en plus infini. Et enfin, dans cette dernière question où on demande de prouver que f de x est égal à une intégrale d'une autre fonction, on a une intégrale ici, f de x écrit sous la forme d'une somme, donc on pense naturellement à tout ce qui est théorème d'interversion série intégrale. L'idée étant d'écrire d'abord cette fonction à l'intérieur de l'intégrale sous la forme d'une série, puis d'essayer d'intervertir le signe somme et l'intégrale. Donc reprenons la première question, donc définition, continuité, dérivabilité. Donc moi j'ai choisi de le faire en 3 points bien séparés, définition d'abord, continuité, puis caractère C1. On aurait pu éventuellement se dire, ben tiens, moi je vais démontrer directement quelle est classe C1 sur R plus étoile, en utilisant le théorème de dérivabilité sous le signe somme, qui nous donnera 1 f est de classe C1 sur R plus étoile, et au passage, aussi la définition et la continuité. Bon, là j'ai choisi de faire 3 points séparés. Remarquons tout de suite que notre série de fonctions, elle est écrite à l'aide d'une série alternée. À x fixé, on a ici une série alternée. Et donc, on va pouvoir utiliser tout un tas d'outils relativement spécifiques à ces séries-là. Allons-y. Donc, on pose bien sûr un de x est égal à ce qui est à l'intérieur de la série. Donc, encore une fois, pour simplifier la rédaction derrière. On remarque que toutes ces fonctions un sont continues, définies, continues sur R plus étoile, pas de problème. En plus, à x fixé, on remarque la suite un de x, c'est une suite alternée. C'est -1 puissance n fois 1 sur x plus n, et 1 sur x plus n est positif. Et la suite des valeurs absolues, qui est la suite des 1 sur x plus n, tend en décroissant vers 0. Donc le critère des séries alternées s'applique, et il me dit que la série des un de x converge. Et donc f de x est bien défini pour tout x strictement positif. Ensuite, pour le caractère maintenant continu, encore une fois, pour le caractère continu, on a déjà les fonctions un qui sont continues. Maintenant, il faudrait démontrer la convergence uniforme de la série des un sur R plus étoile. Et cette convergence uniforme, la convergence uniforme d'une série de fonctions, on a toujours deux manières de l'obtenir. Enfin, essentiellement deux. La première manière, c'est de se dire, ben, tiens, on va faire la convergence normale. Et la deuxième manière, c'est de se dire, ben, je vais montrer que la suite des restes tend uniformément vers 0. Cette deuxième manière, avec la suite des restes, est utilisable à partir du moment où on sait calculer ou majorer facilement le reste de la série. Mais comme ici on a affaire des séries alternées, on a la majoration du reste qui vient dans le critère des séries alternées. Donc on applique ce critère des séries alternées, et il me dit que le reste ici va être plus petit que le premier terme de la somme, c'est-à-dire 1 sur x plus n ici, et ce 1 sur x plus n est plus petit que 1 sur n. Et vous voyez que du coup, j'obtiens une majoration de mon reste, donc là que j'ai appelé Rn, notation que je n'avais pas introduite au préalable. La norme infinie de Rn va être plus petite que 1 sur n. Alors, autre chose que je n'ai pas dit, souvent le reste, Rn, on l'aurait écrit la somme pour petit n égale grand N plus 1, à plus infini. On peut très bien le définir en partant de n, ce n'est pas vraiment un problème, c'est une notation moins habituelle, sachant qu'il y a juste un décalage de 1 et ça ne change rien au comportement de ma suite. Donc là, j'ai choisi de définir Rn égale la somme pour n égale grand N à plus infini. Bon, pas de souci. Et donc, comme la norme infinie est plus petite que 1 sur n, et que la limite de 1 sur n est égale à 0, bah, la limite de ma norme infinie est nulle. Et donc, j'obtiens bien que la suite des restes tend uniformément vers 0, c'est-à-dire que ma série de fonctions converge uniformément sur R plus étoile. Mes un sont continues sur R plus étoile. J'ai la convergence uniforme, donc je peux conclure f, qui est la somme des un, est bien continue sur R plus étoile. Maintenant, il ne me reste plus que le caractère dérivable. Donc pour le caractère dérivable, on va utiliser le théorème de dérivation sous le signe somme. Donc on va obtenir plus que dérivable, on va obtenir C1.
Et ici, quand on regarde l'écriture de f de x, qui est celle-ci, on se rend compte qu'on va avoir un problème quand même pour, pour n égale 0, parce que le terme pour n égale 0, ça nous fait du 1 sur x. La dérivée, du coup, ça fera du moins 1 sur x2, et on se rend compte que ce moins 1 sur x2 ne va pas être borné sur r plus étoile, donc sa norme infinie n'existera pas. Et on va avoir du mal ici à faire après de la convergence normale, uniforme sur r plus étoile. Donc j'ai choisi ici de sortir le 1 sur x, ce qui ne change rien à la situation, sachant que la fonction qui a x aussi 1 sur x est de classe C infini. Donc à la fin, je verrai mon f comme la somme de cette fonction-là plus celle-ci, et tout ira très bien. Donc du coup, je vais intéresser à cette série de fonctions-là, donc kx associe cette somme-là, pour n égale 1 plus infini. Donc pour tout n dans l'étoile, les un sont de classe C1, un' de x est égal à ça. La série des un converge simplement sur r plus étoile. Pour tout x plus grand que 0, mon un' de x, il est égal à ça en valeur absolue, et donc c'est plus petit que 1 sur 2. Encore une fois, ici on a un quotient de positif. Donc pour un quotient de positif, si je veux majorer, je majore le numérateur et je minore le dénominateur. Donc j'obtiens que ma norme infinie de un' est plus petite que 1 sur 2. Et la série des 1 sur 2 converge. Donc par comparaison, la série des normes infinies de un' converge. Donc la série des un' converge normalement, donc uniformément sur r plus étoile. Et j'obtiens comme ça que la fonction qui est x associée à la somme des un de x, donc ma fonction f, est classe C1, pardon, pas ma fonction f, justement, je commence à 1. Cette fonction-là est classe C1 sur r plus étoile. Et donc ma fonction f, qui est cette fonction-là plus 1 sur x, sera aussi classe C1 comme somme de fonctions de classe C1, donc en particulier dérivable, et j'ai l'expression de ma dérivée. Donc vous voyez, là j'ai choisi de sortir le terme en 1 sur x. On aurait pu faire autrement, en se disant qu'au lieu de sortir le terme en 1 sur x, ici, donc si on se place pour n plus grand que 0, on pourrait vouloir se dire que quand je veux majorer le en' de x, je peux le majorer par 1 sur... si le x tend vers 0, avec le n, on est un petit peu embêté, notamment pour n égale 0, on ne va pas pouvoir remplacer par 0. Donc on pourrait se placer à ce moment-là sur un AB, prendre un AB inclus dans un segment AB inclus dans R plus étoile, et en se plaçant sur AB, sur le segment AB, on pourrait majorer par 1 sur A plus n au carré. Et on obtient bien le terme général d'une série qui va être convergente. Et donc on s'en sort quand même. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de sortir sur 1 sur x, mais si on ne sort pas le 1 sur x, on sera obligé ici de se placer sur un segment AB, et donc de faire du caractère C1 sur AB, qu'on étendra, car le caractère C1 est local, sur R plus étoile. Donc en tout cas, on a une expression de notre dérivée. Donc vous voyez ici, je suis obligé de calculer ma dérivée en deux temps, d'abord ce bloc-là plus celui-là, et je les regroupe en un seul, parce que pour n égale 0, u0' de x, ça fait bien cette quantité-là, donc on peut l'entrer dedans. Bon, donc on a bien trouvé notre caractère C1, on a fait toute cette question-là. Donc ensuite, on vous demande d'exprimer f de x en fonction de f de x plus 1, ou l'inverse, je ne sais plus, enfin ça revient au même. Donc on regarde notre f de x, et le but c'est de faire apparaître du f de x plus 1. Donc il y aura un x plus 1 qui va apparaître là. Donc je le fais apparaître volontairement, et si je veux ajouter 1, il faut que j'enlève 1 derrière. Donc ça me fait apparaître un n-1 ici, et je me dis que je pourrais changer de variable. Pour me ramener à du x plus 1 plus j, donc un truc qui ressemble à f de x plus 1. Donc j'ai envie de poser j égale n-1, ce qui m'incite ici à transformer ce moins 1 puissance n en moins 1 puissance n-1, ce qui me fait apparaître un moins devant. Et le changement de variable que je vais faire va me faire descendre le n égale 1 à j égale 0. Et vous voyez que si j'avais gardé le n égale 0 là, j'aurais eu j égale moins 1, que j'aurais pu sortir a posteriori. J'ai choisi de sortir directement le terme n égale 0. Comme ça, je commence à n égale 1, je me ramènerai à j égale 0, et donc à f de x plus 1. Bon, il y a différentes manières de faire ce truc-là, mais l'idée, c'est vraiment de faire apparaître du x plus 1 là, puis de faire un changement de variable, et de s'arranger pour que la somme recommence à 0 à la fin. Donc on obtient en tout cas cette relation-là sans trop de soucis. Et du coup, quand on nous demande de faire un équivalent quand x tend vers 0, mon f de x est égal à ça. Et l'intérêt, c'est que ce f de x plus 1, ce qui est à l'intérieur, le x plus 1, maintenant, il tend vers 1 quand x tend vers 0. Et comme il tend vers 1, et que f est continu en 1, cette quantité-là va tendre vers f de 1, qui est un réel. Ce 1 sur x, lui, quand x tend vers 0, il va tendre vers plus infini. Et donc, du coup,
ben, on va garder que le terme prépondérant, qui est le terme qui tend vers l'infini, pour faire notre équivalent, et donc on obtient notre équivalent en 1 sur x. Donc en particulier, bien sûr, on obtient que la limite est égale à plus infini. Ensuite, vérifier que f est décroissante et donner un équivalent de f en plus infini. Alors pour vérifier que f est décroissante, le plus simple probablement c'est de regarder le signe de la dérivée, donc c'est-à-dire le signe de cette série-là. Et on se rend compte encore une fois que c'est une série alternée, parce que le 1 sur n plus x carré est positif, donc fois moins 1 puissance n, ça va faire quelque chose qui va changer de signe en permanence. Et on remarque aussi que le 1 sur, la valeur absolue de cette quantité-là, donc 1 sur n plus x au carré, tend en décroissant vers 0. Donc du coup, le critère des séries alternées va s'appliquer, et il va me dire que la somme de la série est du signe du premier terme, donc positif. Alors attention quand même pour le critère des séries alternées, on sait que pour la convergence, il suffit que ça tende en décroissant vers 0 à partir d'un certain rang, mais pour avoir la majoration, le signe, pardon, comme on l'a eu ici, il faut que la décroissance soit à partir du rang 0. Si la décroissance n'est vraie qu'à partir du rang 2, ben on aura la somme à partir de n égale 2, qui sera du même signe qu'avec un 2 ici. Si c'est à partir de n égale 3, on pourra dire qu'à partir de n égale 3 ici, qui sera du signe de moins 1 puissance 3, etc. Donc faites attention à ça, mais là on n'a pas de problème, parce que ma suite est bien décroissante à partir de n égale 0. Donc du coup, comme c'est du même signe, comme cette somme est du même signe que celle-là, donc elle est positive, ben mon f' de x, qui est égal à moins cette somme-là, va être négatif, donc f est décroissante sur R plus étoile. Donc maintenant, comme elle est décroissante sur R plus étoile, je vais encore partir de cette relation que j'ai obtenue là. Donc 1 sur x, c'est f de x plus f de x plus 1. Et moi, le but, je cherche à encadrer mon f de x pour obtenir un équivalent. Donc ce f de x plus f de x plus 1, ben, comme ma fonction est décroissante, je peux dire que f de x plus 1 est plus petit que f de x. Et donc c'est plus petit que 2f de x. Et donc en particulier, j'obtiens que f de x est plus grand que 1 sur 2x. Maintenant, j'aimerais bien aussi obtenir dans l'autre sens, donc obtenir une majoration de f de x. Donc il faudrait que j'arrive à minorer cette quantité-là par f de x. Le problème, c'est que si je veux minorer, je vais minorer par f de x plus 1. Donc l'idée, c'est de changer de variable, de prendre la relation pour x moins 1. Alors attention, cette relation du coup sera valable que pour x plus grand que 1 afin que x moins 1 soit positif. Mais j'obtiens cette écriture-là. Et cette fois-ci, quand je vais vouloir minorer, je vais pouvoir minorer par 2f de x. Et donc je vais obtenir comme ça un majorant de f de x qui sera plus petit que 1 sur 2x moins 1. Bon, à l'arrivée, on a obtenu que f de x est compris entre 1 sur 2x moins 1 et 1 sur 2x. L'équivalent à droite et à gauche de mon encadrement sera le même en 1 sur 2x. Donc je vais démontrer que f est équivalent à 1 sur 2x. Et le plus simple pour ça, c'est de diviser par f par 1 sur 2x, qui revient à multiplier par 2x. Et dans mon encadrement, j'obtiens du coup que 2x sur 2x moins 1 est plus grand que 2x f de x, qui est plus grand que 1. Et la limite de cette quantité-là, quand x en plus infini est égal à 1, donc le terme dégenerable s'applique et me dit qu'au milieu, ça tend aussi vers 1. Et c'est-à-dire que f de x est équivalent à 1 sur 2x. Donc on a bien obtenu notre équivalent. Donc pour la dernière question, on voulait écrire donc, f de x sous la forme de cette intégrale-là. Donc, comme je l'ai dit, la première idée, comme on veut faire apparaître une somme, c'est de développer la fonction à l'intérieur de l'intégrale à l'aide d'une somme. Donc on va utiliser un développement en série entière de par exemple 1 sur 1 plus t. Donc pour tout t dans moins 1, 1 a priori, mais ici ça va nous intéresser dans 0, 1 vu qu'on intègre entre 0 et 1, on a 1 sur 1 plus t qui s'écrit comme la somme des moins 1 puissance n fois t puissance n. Du coup, pour tout t appartenant à 0, 1, donc attention ici, vous voyez bien que j'ai exclu le 0, je vais obtenir cette égalité-là, donc je multiplie par t puissance x moins 1 à droite et à gauche, et j'obtiens cette égalité. Alors pourquoi est-ce que j'ai exclu la valeur 0? Parce qu'on se place ici pour x strictement positif, et vous voyez que le t puissance x moins 1 peut poser un problème pour x égale par exemple 1 demi. J'ai t puissance moins 1 demi, et donc pour t égale 0, je vais écrire 0 puissance moins 1 demi qui n'est pas défini. Donc c'est pour ça que j'exclus ici la valeur 0, mais ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on sait que dans le théorème d'interversion, bon, c'est pas ce truc-là qui va vraiment nous embêter. On avait de toute façon déjà exclu le 1. Donc on obtient cette égalité-là, et finalement, formellement,
qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, l'intégrale de t puissance x moins 1 sur 1 plus t, c'est égal à l'intégrale de cette somme. Formellement, j'insiste, ça va être la somme de l'intégrale. Et quand on calcule l'intégrale, on tombe là-dessus, et donc on tombe sur f de x. Alors, ceci n'est pas valable mathématiquement pour l'instant, en tout cas n'est pas justifié. On a juste fait comme si tout allait bien. Maintenant, il va falloir justifier l'interversion de cette série et de l'intégrale. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme théorème? Le théorème utilisant la CVU. Alors, problème de ce théorème-là, c'est que en 0, déjà on a un problème avec le t puissance x moins 1. Parce que l'intégrale ici va être impropre, éventuellement 0. On avait aussi un problème avec le 1, parce que le développement ici que j'ai utilisé n'est pas valable en 1. Donc en gros, on n'est pas sur un segment, donc la CVU ne va pas s'appliquer. Bon. Après, du coup, on peut se dire c'est pas grave, il y a le théorème d'intégration terme à terme, qui lui va marcher. Mais on voit bien ici que quand on va calculer l'intégrale de la valeur absolue, on va tomber sur cette quantité-là, donc sans le moins 1 puissance n, bien sûr. Et la série sur laquelle on va tomber ne va pas être une série convergente. Pourquoi? Parce que elle est équivalente à 1 sur n. Et donc, comme la série harmonique diverge, ma série ici va diverger aussi. Donc, la série des intégrales des valeurs absolues de fn de x, de un, enfin, oui, de fn de x, de fn de t dt, va être divergente. Et donc, le théorème d'intégration terme à terme ne s'applique pas. Bon, flûte. Les deux théorèmes qu'on a vus en cours, les deux théorèmes assez directs pour obtenir ça, ne s'appliquent pas. Heureusement, on a vu qu'il y avait une troisième méthode pour obtenir ce genre de choses, qui consiste à faire de la convergence dominée sur la suite des sommes partielles. Donc c'est ce qu'on va faire là. On va prendre la suite des sommes partielles de cette série, donc on va appeler Sn, qui à t associe la somme pour n égale 0 à grand N, des moins 1 puissance n, t puissance x plus n moins 1. Attention à cette méthode que je vais faire là, donc c'est-à-dire appliquer le théorème de convergence dominée sur la suite des sommes partielles. C'est une méthode qui marche plutôt bien quand on a des séries alternées à l'intérieur. Les séries alternées, il arrive assez souvent que le théorème d'intégration terme à terme ne s'applique pas parce qu'on va tomber sur du 1 sur n, enfin globalement du 1 sur n, quand on va regarder la série des intégrales des valeurs absolues. Et finalement, faire de la convergence dominée sur la suite des sommes partielles marchera plutôt bien. Vous allez voir que ce qu'on va écrire derrière, ça marchera quasiment tout le temps. Donc ici, donc on a ça. Ok. Est-ce qu'on peut la calculer, cette suite des sommes partielles? Ben oui, on peut la calculer, parce que c'est la somme de termes d'une suite géométrique de raison moins t qui va être différente de 20. Attention, ici, c'est une somme, pardon, je dis série, une suite géométrique. C'est une somme finie. Et donc, du coup, on applique notre formule, premier terme, fois 1 moins la raison puissance 60 de termes sur 1 moins la raison. Et remarquez bien que ce 1 moins la raison, ici, il va beaucoup nous arranger, parce que finalement, en dénominateur, on a un truc 1 plus t, et comme t est compris entre 0 et 1, ce dénominateur-là va être compris entre 1 et 2, en tout cas, il ne tend pas vers 0. Donc, ça va être plutôt bien pour majorer. Et effectivement, quand je calcule la valeur absolue de Sn de t, donc c'est t puissance x moins 1 plus, enfin, c'est plus petit que, j'ai appliqué l'inégalité triangulaire ici, que ça. Au dénominateur, alors je cherche encore une fois à majorer un quotient de positif. Donc je vais minorer le dénominateur. Donc le dénominateur, il est plus grand que 1. Et je vais majorer le numérateur, il est plus petit que 2, parce que t est compris entre 0 et 1, encore une fois. Et donc finalement, j'obtiens que Sn de t en valeur absolue est plus petit que 2t puissance x moins 1, c'est-à-dire phi de t. Et cette fonction phi, qui a t associe 2t puissance x moins 1, c'est-à-dire 2 sur t puissance 1 moins x, va être intégrable sur 0,1, passer du Riemann avec 1 moins x plus petit que 1. Donc j'ai bien l'hypothèse de domination. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui. Qu'est-ce que je dois démontrer maintenant? Que la suite Sn est une suite de fonctions continues. Mais c'est bien le cas. Alors normalement j'ai besoin que de continues par morceau, mais là elles sont même continues. Pourquoi est-ce qu'elle continue comme somme finie de fonctions continues? Et enfin, je dois regarder la limite de Sn de t. Et cette limite de Sn de t, c'est la limite de cette quantité-là. Mon moins t puissance n plus 1 va tendre vers 0 parce que moins t appartient à moins 1 ouvert. Et donc ça va être t puissance x moins 1 sur 1 plus t. Et cette fonction-là est bien continue. Alors entre parenthèses, pour obtenir la limite, je suis passé par cette expression-là, mais on n'est pas obligé, parce que Sn de t, elle tend vers quoi? Elle tend vers cette série, parce que cette série-là est convergente,
et cette série, d'après ce qu'on a écrit au début, c'est égal à cette quantité-là. Donc en tout cas, on a toutes nos hypothèses. Donc les SN sont continus par morceaux sur 0,1. La suite SN converge simplement vers cette fonction-là qui elle-même est continue par morceaux sur 0,1. J'ai majoré Sn en valeur absolue par une fonction phi qui est intégrable sur 0,1. Donc le théorème de convergence dominée s'applique et il me dit que la limite de l'intégrale de Sn, c'est l'intégrale de la limite de Sn, c'est-à-dire l'intégrale de cette quantité-là. Alors comment faire le lien maintenant avec ce qu'on voulait, donc cette interversion-là. En fait, on a écrit donc du coup que l'intégrale de gauche, c'est l'intégrale de la limite, donc c'est la limite de l'intégrale de Sn. Et on va calculer cette limite de l'intégrale de Sn autrement. Et pour ça, on va s'intéresser à l'intégrale de 0 à 1 de Sn de t. Donc c'est l'intégrale de cette somme finie. Et l'intégrale de cette somme finie, je peux appliquer la linéarité de l'intégrale qui me dit que c'est la somme finie de moins 1 puissance n fois l'intégrale. Cette intégrale-là, je sais la calculer, ça me fait 1 sur x plus n. Et je fais tendre le n vers plus infini. Et ça tend vers cette somme-là. Pourquoi? Parce que la série converge. Et là, du coup, comme la série converge, c'est la limite de cette suite des sommes partielles. Et donc, on tombe bien sur la f de x là. Donc, cette limite-là, on l'a calculée de deux manières. D'un côté, c'est égal à ça. De l'autre côté, c'est égal à ça. Donc, par unicité de la limite, on a bien f de x qui est égal à ça.